Non mais vous en avez fini de gaspiller de l'eau? Non, mais là, cette fois, c'est pour la sauce. Regarde, qu'est-ce que tu vois? Eh bien, je vois un disque troublant. Et quand tu crois pas, c'est bien de dire, William. Oui, mais maintenant que je suis troublé, j'aimerais bien comprendre comment se forme ce phénomène. Et pourquoi ici, à cet endroit-là, le niveau de l'eau augmente si brutalement? Et est-ce que le rayon du disque reste constant? Eh bien justement, pour le savoir, nous avons fait couler de l'eau à l'aide de ce vase de Mariotte fait maison et nous avons mesuré les diamètres de disques pour 5 embouts de diamètres différents. Et oui, d'ailleurs, on a pu tracer l'évolution du rayon du disque en fonction du débit. Et voilà ce que l'on a pu obtenir. Une évolution modélisable par une fonction de puissance. D'accord, mais cela dit, ça n'explique pas le phénomène. Ouais, mais grâce au débit et au rayon du disque, nous allons pouvoir remonter à la vitesse de l'eau, du jet, jusqu'à la périphérie du disque. Car nous avons fait l'hypothèse que le ressaut de l'eau se forme quand l'eau atteint une certaine vitesse minimale et que cette vitesse minimale est la même quel que soit le rayon du disque. Ah, ok. Mais comment pouvez-vous mesurer la vitesse radiale de l'eau? Eh bien on se sert de la conservation du débit volumique. Mais du coup, il faut connaître la hauteur. Oui, et c'est ce qu'on a fait grâce à cette platine, qui est en fait un vieux microscope que nous avons démonté, auquel nous avons accroché une tige métallique que nous avons reliée à un générateur. L'autre borne du générateur est reliée à cette plaque métallique via une résistance et un ampèremètre. On repère alors la hauteur de la plaque métallique en descendant la tige jusqu'à ce que le courant circule, puis en la relevant, et une fois le jet d'eau projeté sur la plaque, on la redescend jusqu'au contact, alors le courant circule, on peut donc en déduire les hauteurs de l'eau en lisant des graduations sur le vernier du microscope. Super astucieux, mais alors, qu'est-ce que ça donne? Et on a donc bien pu mesurer la hauteur de l'eau dans le disque pour nos 3 embouts différents, et on trouve qu'à chaque fois, la hauteur est de 0,1 mm. Nous avons donc pu tracer l'évolution de la vitesse radiale de l'eau dans les disques pour nos 3 embouts différents, et ainsi mettre leur vitesse en périphérie. Mais du coup, l'hypothèse que vous aviez, à savoir que la vitesse de l'eau est toujours la même en périphérie du disque, elle n'est pas vérifiée. Nous avons pu discuter avec Germain Auxot, chercheur à l'Institut Péprime de l'Université de Poitiers, et il s'avère qu'en effet, la hauteur de l'eau au sein du disque n'est pas toujours la même. Mais pourtant, vous avez trouvé une valeur identique. Oui, mais c'est parce que nous mesurions pratiquement toujours à mi-rayon. Nous avons alors refait une série de mesures en suivant une direction radiale. Par contre, comme les expériences prenaient plus de temps, nous avons donc dû installer une pompe afin de pouvoir faire toutes les mesures avec un débit constant. Et voici les résultats que nous avons obtenus à l'intérieur du disque. Grâce à ces hauteurs de l'eau, nous avons pu en déduire la vitesse de l'eau et plus particulièrement la vitesse radiale de l'eau en périphérie des disques. Et avez-vous pu la comparer avec celle d'un disque obtenu avec un autre embout? Oui, tout à fait. On a trouvé des vitesses équivalentes comme prévu. Mais c'est génial! Mais alors, pourquoi lorsque la vitesse radiale de l'eau atteint cette valeur, on voit ce ressaut de l'eau? Eh bien, voyez-vous, lorsque l'on promène la tige à la surface de l'eau, le fait que l'angle du sillage tombe vers 180 degrés à l'approche de la périphérie du disque montre bien que le ressaut se produit lorsque la vitesse radiale de l'eau a suffisamment diminué pour être égale à la vitesse de phase des ondes de surface. Magnifique! Eh bien, je dois dire que désormais, ce disque n'est plus si troublant. Eh bien, détrompez-vous, nous nous sommes amusés à le perturber de différentes manières. Là par exemple, on a perturbé un ressaut hydraulique avec un autre ressaut de débit identique. Impressionnant! N'est-ce pas? Et on s'est même amusé à remonter à la vitesse radiale de l'eau en mesurant la hauteur du mur par la conservation d'énergie mécanique. Et regardez, là on a utilisé 2 débits différents. Et le fait que l'on obtienne un ressaut dans un autre ressaut et en plus, en même temps, un angle du sillage montre que pour mieux comprendre le ressaut, il faudra également l'étudier sur un angle, sur un plan vertical. Mais ce n'est pas tout. Nous avons produit des vagues venant de l'extérieur pour perturber le ressaut. Mais ces vagues ne font que le contourner sans y pénétrer. Nous avons donc essayé d'étudier cette frontière que crée le ressaut à l'aide de colorants. Mais vous verrez ces expériences dans notre mémoire. En fait, on s'aperçoit que le disque fonctionne à l'inverse d'un trou noir. Alors qu'un trou noir ne laisse rien s'échapper des objets qui dépassent un certain horizon, le disque ne laisse rien entrer. La raison pour laquelle Germain Rousseau étudie les ressauts hydrauliques, c'est que les mathématiques qui décrivent les ressauts hydrauliques ont des similitudes avec celles qui décrivent les trous noirs. Eh bien, je ne pensais pas qu'à partir de ce simple disque, on pouvait aller aussi loin dans l'espace. Merci pour ce voyage hydrospatial.